Bonjour Adeline Baldacchino. Bonjour et merci de votre accueil. Merci beaucoup à vous d'être venu nous présenter votre livre, Notre insatiable désir de magie. C'est un très beau titre et c'est un très beau texte. La promesse du titre se prolonge vraiment. Vous avez une plume assez exceptionnelle puisque vous êtes à la fois romancière, vous avez reçu le prix du roman de l'Académie française pour votre roman l'an dernier, Celui qui disait non. Mais vous êtes fait déjà connaître auparavant à cause de votre livre La ferme des énarques, qui est une critique assez acerbe de l'école qui vous a formé. Et dans ce livre, on peut dire que c'est un ovni. On peut dire que ce livre, finalement, c'est à la fois un essai politique, c'est à la fois un traité philosophique, c'est une éloge de la magie, vous allez nous expliquer pourquoi. C'est aussi un livre assez personnel, et puis c'est un essai, et finalement, on ne peut pas forcément le qualifier, donc on peut dire que vous avez joué sur tous vos registres personnels. Alors pourquoi est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, nous avons tous un insatiable désir de magie ? Alors c'est un livre en effet un peu particulier, un objet littéraire non identifié, mais j'ai tendance à aller vers ce genre de texte, c'est vrai, qui mêle un peu les différents univers dont vous avez parlé. C'est un livre qui est né d'une intuition initiale et d'un constat aussi, le fait qu'en réalité, j'avais le sentiment qu'on est dans une société qui, contrairement à ce qu'on a souvent déploré, notamment lorsqu'on constate les taux d'abstention, c'est une société qui manifeste dans son imaginaire, plus qu'un appétit de pouvoir, un appétit de magie, c'est-à-dire l'envie, au fond, assez légitime que les choses changent, que les choses éventuellement s'améliorent. Et ça renvoie à quelque chose qui est très classique et qui, au fond, a fait la belle époque du surréalisme, par exemple, quand Breton disait « changer la vie ». Rimbaud, et transformer le monde, Marx, c'est un peu la même chose. Et cet appétit-là, cette envie d'agir sur le monde, d'en parler, de provoquer des changements, voire des bouleversements, voire des révolutions, il me semblait que c'était quelque chose qu'on pouvait aussi traiter de manière un peu jubilatoire, c'est-à-dire le constater pas seulement pour le déplorer, mais pour en faire une force active et quelque chose qui soit de l'ordre d'un moteur de vie politique aussi. Et lié à cette intuition, il y avait le constat qu'on était dans une époque qui avait plutôt tendance, dans ce discours institutionnel, à renier cette part de la poésie ou de la magie, à la traiter avec beaucoup de condescendance, voire de mépris. Et j'avais envie de comprendre ce qui se passait dans cet écart-là. Et bon, donc à partir de ce mouvement-là initial, de cette impulsion qui joue beaucoup pour moi dans le fait d'écrire, de passer à l'acte d'écriture, j'ai tiré un fil qui partait en effet un peu de ce que j'avais fait dans la ferme des énarques et d'une réflexion que j'avais développée à la suite quand j'ai été interpellée quasiment chaque automne par des journalistes qui m'appelaient en me demandant ce que je pensais de la réforme de l'école, etc. Et je me suis aperçue que, évidemment, l'ENA était un sujet important, mais au fond, malgré tout, anecdotique, ou plutôt symptomatique de quelque chose qui allait bien au-delà. Et que l'avènement du macronisme triomphant en 2017 traduisait aussi dans les faits et en politique, puisque je fais d'Emmanuel Macron, dans ce livre, à titre un peu ironique, le dernier roi des énarques, c'est-à-dire à la fois la plus grande réussite de l'école, celle dont d'ailleurs elle a tendance à se prévaloir, au fond, évidemment, être président à 39 ans, sortant de l'école, quelque part, c'est le rêve de tout énarque. Et en même temps, du point de vue peut-être plus critique du citoyen, peut-être l'échec du modèle initial, ou en tous les cas de la vocation initiale de l'école, qui était celle de faire des hauts fonctionnaires, des interprètes de la parole et des besoins aussi profonds du peuple. Et donc j'ai tiré un fil qui partait de cette description du macronisme comme symptôme d'un néolibéralisme. J'ai enfin osé le mot après avoir été longtemps réticente, parce que dans la formation qu'on reçoit comme haut fonctionnaire, c'est parfois quelque chose d'un peu difficile à assumer. On a peur d'être tout de suite considéré comme un peu sectaire. Et puis j'ai beaucoup lu des gens qui écrivaient de manière approfondie, universitaire, etc., sur les conceptions même du néolibéralisme. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'on était quand même un peu bloqué ou enquisté dans un modèle de société où, au fond, on avait tendance à nous dire « il n'y a pas d'alternative », le fameux « TINA, there is no alternative ». Et que ce dont on avait peut-être besoin, c'était d'opposer un principe contraire à ça. J'ai appelé ça le principe d'Houdini, du nom du magicien Houdini, qui avait pour principale caractéristique, ou qui a développé vraiment de manière assez extraordinaire l'art de l'escapologie. Comment, quand on s'enferme dans une boîte ou avec des menottes de toutes les manières possibles et imaginables, on arrive à s'en échapper. Et je me suis dit, mais ça, c'est un principe intéressant, parce que la magie, ça n'est pas de l'irrationnel, c'est une technique alternative qui rend
possible ce qui semblait ne pas l'être. Et je me suis dit, il y a eu un mot d'ordre de 68 qui était « soyez réaliste, demandez l'impossible ». Mais en fait, c'est pas ça. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est peut-être « soyez magicien, demandez le possible ». Et puis, j'ai tiré ensuite le fil dans la troisième partie du livre pour essayer de regarder quelles pourraient être ces autres possibles, ces manières alternatives, mais encore une fois concrètes, et j'ai envie de dire crédibles, parce que nourries aussi malgré tout d'une approche un peu technique des sujets et des problèmes, ces autres manières de considérer le monde et la politique, et de faire appel à ce qu'on pourrait appeler une forme d'imaginaire un peu radical, d'aller regarder du côté de la démocratie radicale, et d'un certain nombre d'auteurs qu'on ne lit pas forcément à l'ENA. On y reviendra peut-être, mais voilà, des gens comme Raoul Van Haeghem, comme Cornelius Castoriadis, comme Murray Bookchin, qui sont des noms à la fois bien connus de certains milieux intellectuels, mais pas encore du grand public, ont, je crois, des choses à nous dire qui peuvent alimenter cette réflexion sur des manières alternatives de concevoir la politique. Alors effectivement, vous défendez le principe d'Houdini, une certaine magie, mais alors, il faut rappeler que Houdini se battait contre ce qu'il appelait les mages noirs. Absolument. C'est aussi l'objet de votre livre, et se battait contre les médiums, contre finalement les gens qui trompent les autres en fait. Absolument, parce que c'était déjà cette idée-là que j'avais un peu dans La Ferme des Énarques, quand je disais il faut réformer l'école avant qu'elle ne le soit pour de mauvaises raisons, ou que très simplement un jour on ne fasse ce qui est d'ailleurs arrivé, et qu'on ne dise supprimons-la, dans un accès que j'ai envie de qualifier de démagogique, parce qu'en réalité, on croit répondre à un désir profond des Gilets jaunes qui ne veulent pas ça. Ils veulent, je crois, que le monde change, que la vie soit moins dure, pas simplement qu'on supprime une école et qu'on la remplace par une autre qui fera peut-être pire. Et je disais donc, si on n'agit pas, si on ne regarde pas en face les problèmes, alors il risque d'être bien pire. Et de la même manière, je pense que si on ne va pas à la recherche des magiciens qui peuvent apporter des solutions concrètes, des problèmes qu'ils sont tout autant, eh bien, on s'expose au risque de se trouver en effet face à des gens qui vont être des prestidigitateurs au mauvais sens du terme, c'est-à-dire ceux, pour le coup, qui s'appuient sur la poudre aux yeux, les illusions, les fausses promesses, la communication politique en lieu et place de l'action publique. Et c'est pour ça que Houdini me semblait incarner quelque chose, une voie intéressante dans la magie, parce qu'en effet, il a, pendant sa courte carrière, il est mort assez jeune, à une cinquantaine d'années, mais il en est venu à incarner le roi des magiciens, j'ai envie de dire, mais il avait cette particularité de faire des tournées à travers toute l'Amérique et de se dire capable de dévoiler les supercheries. C'est-à-dire que lui-même disait bien qu'il y avait des trucs, il ne les révélait pas, mais il avouait que tout ça était parfaitement technique, pensé, inventif, ingénieux. Et en revanche, quand il tombait sur des gens qui prétendaient avoir des pouvoirs parapsychiques, médiumniques, etc., bien, il se faisait fort de dévoiler justement la supercherie. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce rapport de la magie à la politique, c'est de réhabiliter l'idée positive, encore une fois jubilatoire, joyeuse, de la magie dans le rapport qu'elle peut avoir avec l'imaginaire, avec une certaine aspiration, en effet, à changer le monde, sans pour autant que ça soit une aspiration à la tromperie ou à promettre tout et n'importe quoi. Mmh. Alors, vous expliquez ce problème de there is no alternative, et vous expliquez en gros, c'est la doctrine d'Emmanuel Macron et des marcheurs, et vous dites que le marcheur ne veut pas seulement dominer le monde, il croit sincèrement le sauver. Il faut imaginer Macron en Sisyphe heureux, cherchant désespérément à faire le bien. Alors, est-ce que ses opposants se trompent sur Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a été magicien uniquement pour se faire élire, mais au fond, le problème, c'est qu'il n'a pas changé son logiciel? Et où est-ce que vous voyez une alternative aujourd'hui? Alors je crois qu'il y a une forme de ferveur et que c'est cet insatiable désir de magie qui nous est commun, qui l'a porté au pouvoir. Parce que, en effet, moi j'ai vu autour de moi se mettre en place des logiques, des mécaniques d'espoir un peu irrationnel quasiment, qui faisaient que des gens allaient le rejoindre en se disant « enfin quelqu'un surgit d'ailleurs et nous promet un nouveau monde ». La difficulté, en fait, c'est qu'on s'est assez vite aperçu que ce nouveau monde ressemblait beaucoup à l'ancien, que toutes ces pratiques, notamment sa pratique du pouvoir, avec sa dimension verticale, autoritaire, quasi mystique, c'est pour ça aussi que je fais cette référence au Dernier Roi, était une pratique très classique, en réalité, du pouvoir, et qu'elle n'allait pas du tout vers, justement, une approche plus citoyenne, plus collaborative, plus horizontale, plus délibérative.
Et je n'ai pas voulu faire un livre sur la psychologie d'Emmanuel Macron, à la fois parce que je ne le connais pas du tout personnellement, parce que d'autres l'ont fait et que ce n'était pas forcément ce qui m'intéressait. J'ai pris au fond le cas du macronisme et du mouvement En Marche comme le symptôme de quelque chose qui, au fond, est beaucoup plus général dans l'époque et qu'on pourrait appliquer aussi bien au hollandisme d'ailleurs qui l'a précédé, et qui est une forme de rapport à l'économie et au droit comme étant le nec plus ultra de la vie. Et le remplacement, au fond, des valeurs classiques de l'humanisme par la notion de performance, qui amène d'ailleurs une condescendance et un mépris qu'on a pu constater dans les discours et qui ont fait énormément de mal à la société. Alors, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas persuadée qu'on puisse avoir une approche, au fond, un peu complotiste du macronisme ou de En Marche, en pensant que tous ces gens-là sont cyniques, veulent le pouvoir pour s'en emparer et pour des raisons d'avidité ou d'intérêt personnel. Je pense qu'il y a eu beaucoup de sincérité dans cette prise de pouvoir, que simplement elle a été aveuglée par un manque peut-être de recul, de travail, et qui, là, rejoint un peu ce que je subodorrais dans La ferme des énarques, d'ouverture aussi au discours alternatif. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on apprend à Sciences Po, et encore plus à l'ENA, et qui est qu'au fond, tout a échoué dans les utopies. Et que notamment, 89 a signé la fin des alternatives, et que ce qui nous reste, c'est une social-démocratie modérée, libérale, une forme de troisième voie à la Tony Blair, qui considère que ce qui marche pas. Et au fond, ce qui marche, c'est l'économie, ce serait baisser les impôts des entreprises. Et en fait, c'est très basique, c'est la théorie du ruissellement et une sorte d'anthropologie du bon riche qui redistribuerait, plus il est riche, plus il saurait nourrir les pauvres. Et on s'arrête là, et c'est extrêmement basique, et c'est pas forcément cynique, simplement c'est très léger d'un point de vue intellectuel en réalité, et d'un point de vue humain encore plus, et surtout au final c'est contredit par la réalité. Et donc je crois qu'on en est là, dans cette forme d'impasse qui sépare cette vision très élitaire et très élitiste du pouvoir de gens qui se sont au fur et à mesure enfermés dans une sorte de bulle et enferrés dans cette bulle-là, et de la réalité que connaissent les gens au quotidien quand ils voient que non, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et que donc il faut faire un tour de magie pour arriver par exemple à financer la transition énergétique. Non, ce n'est pas des tours de magie. Alors, c'est des tours de magie. Si on entend la magie comme j'essaye de la défendre dans ce texte, c'est-à-dire comme l'invention de techniques alternatives, ou pas l'invention d'ailleurs, la réutilisation souvent. Au fond, l'un des grands tours de Houdini, c'était de faire disparaître un éléphant. Il arrivait à faire disparaître un éléphant devant des foules dans une salle. Ce tour, il a été repris 1000 fois. Depuis, David Copperfield a fait disparaître la Statue de la Liberté. Alors, on sait bien qu'il n'a pas pratiqué un coup de foudre spirituel, ni hypnotisé en réalité les foules. Il a utilisé des techniques très particulières, mais qui lui permettaient d'arriver à ses fins. Et il a fait appel pour ça à de l'ingéniosité, en réalité, à de l'inventivité. Mais il a commencé par se dire, après tout, est-ce que ça ne serait pas possible ? Et c'est ce déclic-là, moi, qui m'intéresse. Quand on l'applique à l'économie, par exemple, je pense qu'il implique en effet de sortir du discours qui est quand même très prégnant dans l'époque, même s'il n'est pas universel, parce qu'en réalité, c'est rien de ce que je dis n'est pas non plus tellement révolutionnaire. Les groupes des économistes atterrés, tous les économistes hétérodoxes, la Fondation Attac et tant d'autres, que je cite d'ailleurs à plusieurs reprises dans un livre où j'essaie de donner un certain nombre de références, le disent déjà et de manière forte, mais je crois qu'il faut par exemple sortir de cette sorte de fixation sur la notion d'économie budgétaire, d'austérité, de 3% de déficit public qui serait la règle d'or absolue de l'action publique. Et d'ailleurs, on voit bien qu'on est en train, peu à peu, tout simplement parce qu'on n'arrive plus à faire fonctionner le pays en respectant cette règle absurde. C'est raconté d'ailleurs, un économiste a raconté comment elle avait été élaborée sur un coin de table, sans aucune espèce de critère scientifique. Bon, l'idée que quand la dette d'un pays dépassait 90% par exemple de son PIB, ce serait la faillite immédiate
immédiate. Même le FMI est revenu là-dessus. Donc la pensée économique, elle évolue. Les économistes, y compris des gens qui sont des prix Nobel d'économie, comme Stiglitz, font des propositions alternatives, réfléchissent sur les conséquences de la mise en place de l'euro, etc. Simplement, on dirait que toute cette réflexion qui se passe dans des cercles intellectuels d'ailleurs très variés, n'atteint jamais la conscience du pouvoir. Il y a une sorte d'imperméabilité qui correspond d'ailleurs bien à celle qu'on constatait à l'intérieur de l'ENA, justement, où je disais déjà qu'il y avait ce problème de non-communication totale entre le monde universitaire et intellectuel et le monde des praticiens, comme si c'était deux univers qui n'avaient pas à communiquer et pas à se parler. Et je crois que là où ça devient très dangereux, c'est qu'en réalité, on peut et on doit, même quand on est dans le temps court de l'action, qui est un temps de la gestion, c'est vrai, et donc sans doute un temps du réformisme, on ne doit pas pour autant oublier qu'il existe un temps long qui, pour le coup, peut être celui de l'utopie, voire de la révolution des consciences, pas forcément de la révolution des barricades, mais de la transformation du monde. Et que ce temps court peut et doit servir à préparer ce temps long. Alors que si on dit dès à présent, la révolution, l'utopie, un autre monde, ça n'existe même pas, gérons ici et maintenant et après nous le déluge, évidemment, on désespère les gens et on se retrouve avec une colère terrible. Vous en parlez très bien, vous expliquez toute l'importance de la culture, de la poésie, de la philosophie au travers de ce projet politique. On pourra en parler encore très longtemps, mais c'est un livre très agréable à lire, donc je vais d'abord y renvoyer avant tout et vous remercier beaucoup d'être venu le présenter. Merci beaucoup à vous. Merci.